On vient de passer un moment où le love était blind, mais est-ce que ta route aussi? Aujourd'hui, on est déjà en octobre, l'automne est déjà bien installé, les feuilles tombent, les journées raccourcissent, et après l'énergie effervescente de la rentrée, on entre dans une autre atmosphère. Beaucoup plus calme, beaucoup plus reposante, mais surtout plus lente et plus intérieure. C'est souvent à ce moment-là que les certitudes s'effritent. Tu sais cette petite voix qui te demande « Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Est-ce que j'avance dans la bonne direction ? Ou est-ce que les choix que j'ai faits sont bons ?» C'est un moment très humain. En psychologie, on appelle ce phénomène la désillusion du départ. C'est le moment où, après l'euphorie des débuts, qu'il s'agisse d'un projet, d'un déménagement ou d'une relation, vient une phase de flou et de perte de motivation. L'enthousiasme des débuts baisse et le doute s'installe. Mais ce flou n'est pas forcément négatif. Je vais t'expliquer en 3 étapes comment composer avec la brume qui t'entoure. Mais d'abord, bienvenue dans Escale. Dans cet épisode, je vais aborder le thème du flou. Parfois, on se lance ou on avance sans vraiment savoir où on va, en ayant établi simplement l'objectif à atteindre, mais sans clarté sur la route. Dans cet épisode, j'ai donc envie d'inviter à aborder ce flou autrement. Comme dans un voyage, quand on accepte de se perdre dans les ruelles d'une ville inconnue, où l'incertitude devient une ouverture plutôt qu'une porte fermée. Ce moment où parce qu'on ne voit rien, ou du moins pas clairement les choses, tout est possible, et quelque chose de nouveau peut enfin émerger. Tout d'abord, la première étape, c'est d'utiliser le doute comme ton compagnon de route. On rêve tous que chaque décision nous apporte une certitude immédiate. Pourtant, les grands tournants de nos vies sont rarement accompagnés de garanties. Et les moments les plus riches de nos vies naissent souvent dans l'ambiguïté. En psychologie, on sait que le doute, qui est souvent une zone d'inconfort, est surtout souvent le signe d'une zone de croissance. On quitte un territoire connu, ce qui génère de l'inconfort, ce qui est déplaisant, mais surtout des craintes, une appréhension, une perte de repères, mais aussi et surtout une zone pleine de potentiel et de nouvelles opportunités. Carol Dweck, une chercheuse en psychologie, parle de growth mindset. Sa théorie, qu'on peut appeler en français état d'esprit de croissance, montre que ceux qui progressent le plus souvent sont ceux qui acceptent l'incertitude comme une étape normale du processus, un moment indispensable pour l'apprentissage. Car ces moments d'incertitude indiquent qu'on est en train d'apprendre et d'élargir ses compétences. Mais dans une zone où l'équilibre est fragile, parce qu'on n'est pas encore équipé pour la route qu'on est en train d'emprunter. De plus, ce qu'on croyait n'est plus, et les repères bougent. C'est pour ça qu'il faut éviter de penser que le doute est un frein, mais plutôt un compagnon invisible qui confirme que tu avances sur la bonne voie, que tu avances vers quelque chose de nouveau. C'est d'ailleurs le principe de sortir de sa zone de confort. On quitte un endroit qu'on connaît déjà, qui est souvent d'ailleurs très peu confortable, et j'ai du mal avec avec ce nom de zone de confort. J'appellerais plutôt ça zone de familiarité, parce que c'est une zone qu'on connaît, mais on est juste habitué. C'est comme si tu connaissais par cœur les cratères qu'il y avait sur la route, donc tu préfères emprunter la route que tu connais parce que tu la maîtrises, mais pas forcément parce que c'est la meilleure. D'ailleurs, dans les grandes décisions de vie, celles qu'on appelle un peu les game changers, comme changer de ville, lancer un projet ou quitter un emploi, c'est souvent les décisions les plus révolutionnaires, mais qui impliquent un vrai skin in the game. Ce qu'on appelle un skin in the game, comme on traduirait en français par jouer sa peau, c'est ces moments où tu fais all-in. Comme au poker, tu fais all-in. C'est une expression qui a été, je sais pas si elle a été inventée, mais en tout cas très utilisée par un auteur, essayiste, ancien trader qui s'appelle Nicolas Nassim Taleb, qui explique donc dans son livre Skin in the Game que pour avoir des grands résultats, il faut jouer gros. Un peu comme au poker. Plus tu joues gros, plus tu peux récolter gros. Plus tu prends un gros risque, plus le gain peut être exponentiel parce que tu mets tout en jeu. C'est comme si tu t'impliquais à 1000%, mais c'est exactement ce phénomène, c'est que tu avances dans le doute. Tu peux jouer avec les cartes que tu connais, mais il y a toujours une part d'incertitude, il y aura toujours une part d'inconnu et de non-maîtrise, parce que tu peux maîtriser ce que tu fais, mais tu ne peux pas en maîtriser le résultat pour beaucoup de choses. Et c'est uniquement dans cette démarche-là que tu peux récolter gros, gagner beaucoup et vraiment changer de manière drastique. Et quand je dis changer, c'est généralement en mieux. Donc petit conseil pour te servir du doute comme compagnon de route. Comme souvent, ton meilleur ami sera un carnet ou des notes de téléphone. Moi je trouve que le papier c'est toujours plus sympa. C'est plus sympa, c'est plus vivant, le côté tactile je préfère, mais tu peux toujours écrire dans ton téléphone. Pour justement transformer ton doute en journal de route, note régulièrement les questions qui reviennent sans chercher à les résoudre. Fais-le pendant un certain temps et au bout d'un moment, tu verras se dessiner des thèmes récurrents qui t'aideront à mieux comprendre ce que tu cherches vraiment, qu'est-ce qui te fait réellement peur. Tu pourras aussi repérer ce à quoi tu tiens et que tu n'arrives vraiment pas à lâcher, te rendre compte si c'est par crainte ou si c'est par besoin réel ou envie de garder cette chose-là. Et comme ça, tu pourras en apprendre un peu plus sur toi. Maintenant, on va passer à l'étape 2 qui est de transformer ce flou en un espace fertile. Parce que ce qu'on appelle la zone vide ou floue est souvent la zone la plus créative. L'endroit où tout est possible parce que justement rien n'y est vraiment dessiné. Plusieurs études en neurosciences montrent que le cerveau a besoin de zones de divergence. Ces moments où
il divague. Ou du moins, il a la place de divaguer, des moments de flou, d'incertitude, qui permettent de trouver des solutions originales. C'est comme une sorte d'errance mentale où potentiellement tu pourras avoir des fulgurances. En anglais, on appelle ça Default Mode Network, ou simplement DMN, qui signifie qu'un ensemble de 2 régions cérébrales sont activées lorsque les gens sont dans un état de repos. C'est cette zone qu'on a repérée quand les gens étaient laissés à eux-mêmes dans un scanner, sans instruction d'une tâche explicite. Ce mode génère de nouvelles connexions, consolide les apprentissages et stimule l'imagination. C'est dans ces moments où tu n'as pas de plan précis que peuvent naître des idées originales. Comme dans les moments de lâcher prise ou dans les moments où tu n'es pas en train d'utiliser ton cerveau en tant que tel, comme faire la vaisselle, être sous la douche, marcher en extérieur, se balader, ce mode off de quand tu lâches prise. C'est ces moments-là où tu peux enfin avoir des illuminations sans les attendre, parce que si tu les attends en général elles viennent pas. C'est souvent un moment où à aucun moment t'aurais pensé trouver la solution à ce moment-là, mais d'un coup t'arrives à redéfinir tes priorités, à tester, à te tromper, à réinventer ta route. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, trop de clarté ou de contrôle tue l'inventivité. Un peu comme quand on se perd volontairement en voyage, sans GPS, sans carte précise, et qu'on finit par tomber sur un endroit incroyable qu'on n'aurait jamais trouvé sur une carte si on avait suivi le plan. Même Steve Jobs parlait du fait que ses meilleures idées venaient de moments perdus où il explorait sans but précis. On a aussi l'exemple de la découverte de la pénicilline par Alexander Fleming, qui est aussi un symbole de flou fertile, puisque c'est grâce à une erreur, une contamination accidentelle, que l'une des plus grandes découvertes médicales a été faite. Ou pour un exemple plus léger, ou encore le chercheur qui a inventé les post-it. Alors qu'il cherchait une colle ultra forte, il a trouvé l'inverse. Donc si tu veux toi aussi créer des fulgurances comme celle-ci, pour créer volontairement du flou fertile ou un laisser-aller créatif, sors sans plan précis. Autorise-toi une après-midi sans objectif productif, tiens un carnet d'idées absurdes et sans jugement, tu laisses juste vaguer ton imagination et ta créativité, et tu verras que c'est souvent dans ces dingueries qu'apparaissent les plus belles trouvailles. Et je suis convaincue que tu pourrais potentiellement faire des étincelles si tu t'autorisais un peu plus de flou. Et enfin, étape 3, apprendre à avancer sans garantie. Dans la vie, on oppose souvent 2 clans, ceux qui aiment la liberté et ceux qui aiment la sécurité. La sécurité, comme son nom l'indique, c'est safe, pas de risque. On est dans un cadre protégé, c'est fermé, mais justement, on connaît tout. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de nouveauté, il n'y a pas de prise de risque, il n'y a pas d'amusement. La liberté, c'est le risque, c'est la peur, c'est l'incertitude, c'est le flou. On a tous besoin des deux, mais il y a des personnalités qui penchent plus vers l'un que vers l'autre. Et justement, si tu penches plus vers l'un que vers l'autre, tu as peut-être besoin de compenser un peu plus de l'autre côté. Si tu fais partie du crew qui préfère la sécurité, vivre dans l'incertitude pour toi, c'est sûrement beaucoup plus difficile. C'est peut-être quelque chose qui te fait peur, quelque chose qui te rebute même parfois, mais je pense que c'est important d'accepter que parfois le chemin se fait en marchant. Non pas dans un résultat figé, mais au fur et à mesure avec ta propre capacité à t'adapter. Parce que si t'es le premier de ton entourage ou de ta famille à faire quelque chose, la route, tu la connais pas. Le chemin emprunté, tu le connais pas. T'es obligé d'avancer dans le flou. T'es obligé de ne pas avoir une visibilité claire devant toi. Et pourtant, t'as un objectif. Tu peux avancer en sécurisant tes pions à ta manière, mais tu auras besoin d'accepter cette incertitude. Et pour l'accepter, il faut que tu comprennes que le chemin se construit pas à pas. Et c'est alors que chaque pas posé devient une forme de confiance, qu'on appelle en psychologie la tolérance à l'incertitude, qui est une compétence clé pour réduire l'anxiété et cultiver la résilience. Marcher sans voir la route, mais marcher quand même. Et les personnes qui sont capables d'accepter qu'une partie de la vie soit imprévisible sont souvent moins sujettes à l'anxiété et plus résilientes face aux épreuves. Donc évidemment capables d'aller plus loin, de prendre plus de risques et donc surtout de gagner plus gros. Par exemple, le voyage illustre très bien ça. Les expériences les plus marquantes ne viennent pas toujours de l'itinéraire prévu, mais des détours, des imprévus et des rencontres inattendues. Ces rencontres impossibles à prévoir, dont tu te souviens toute ta vie même si elles ont duré 24 heures. Et souvent, c'est les voyageurs qui partent sans itinéraire détaillé qui finissent par vivre des expériences plus mémorables que ceux qui prévoient tout, que ceux qui planifient tout. Cette flexibilité devient alors une force et la vie fonctionne exactement de la même manière. Donc au lieu d'attendre une clarté totale si tu doutes de là où tu veux aller, si t'es pas sûr que tu fais le bon choix, si t'as peur de te noyer dans ta décision, bouge. Engage-toi dans des micro-pas, des micro-tests. Avance, teste, fais des choses qui te font peur. Prends-toi des portes, casse-toi la gueule, mais bouge. C'est comme marcher dans le brouillard, tu vois peut-être pas à 200 mètres, mais tu peux voir suffisamment pour faire le pas suivant, et le pas suivant, et le pas suivant. Et c'est ce pas, plus ce pas, plus ce pas, qui vont créer ta route. Donc pour clôturer cette étape, petit conseil pratique. Fixe-toi un micro-pas chaque jour, même minuscule, plutôt que de chercher à faire un plan parfait. Avance d'1% chaque jour. Et c'est ce 1% cumulé qui va faire la différence au bout d'un moment. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'effet cumulé ou la boule de neige. La boule de neige, au début, elle est toute petite. Et plus elle roule, plus elle grossit, alors qu'à chaque fois, à chaque tour,
elle se nourrit d'un peu plus, d'un micro film de neige en plus. Et puis c'est comme ça qu'elle peut grossir et devenir à un moment vraiment quelque chose d'imposant. Donc avance juste d'un pas visible chaque jour, même minuscule. Tu peux écrire une ligne par jour d'un projet, envoyer un message qui te fait peur, tester une idée au stade le plus accessible pour toi. Si par exemple tu veux faire une vidéo et que tu te dis que t'as pas le matériel adéquat, commence avec ton téléphone. Si t'as pas les bonnes lumières, joue avec les lumières qui t'entourent, des trucs comme ça, des lampadaires, des abat-jours, je ne sais quoi. Si t'as pas d'acteur, joue toi-même le rôle. Voilà, des choses comme ça. Et si ce qui te fait peur, c'est l'extérieur, et bah va explorer une nouvelle rue que tu connais pas dans ton quartier. Va engager la discussion avec une personne que tu connais pas, dans un milieu qui t'intéresse. Pose des questions ou envoie un message si t'as peur de confronter les gens dans la vraie vie. Parce qu'au début, t'auras peur. Au début, c'est flippant. D'ailleurs, même quand on fait quelque chose, même avant de tourner une vidéo, ce qui m'angoisse, c'est le moment où je vais lancer la vidéo. Les premières secondes me tétanisent. Et puis quand je suis lancée, ça va, j'arrive à dérouler, je m'exprime, je parle et je prends confiance. Et au fur et à mesure, à chaque fois que je fais une vidéo de plus, je gagne en confiance parce que c'est le mouvement qui amène la confiance et c'est le mouvement qui amène le confort dans l'inconfort. Même quand on n'est pas totalement confortable, on sait que déjà par le passé, on n'a pas été confortable dans quelque chose et qu'on l'a quand même fait et que ça s'est bien passé ou qu'en tout cas ça s'est pas gravement mal passé. Et du coup, t'as l'expérience de te dire bon bah ça va aller. Là, je suis pas à l'aise, mais il va falloir que je le fasse. Et c'est petit pas par petit pas que dans ce flou, tu vas trouver ta route tout en continuant à avancer à l'aveugle. Donc en conclusion, on peut dire que plutôt que de lutter contre le doute, tu peux l'utiliser comme un guide personnel, une sorte de petit conseiller discret qui te dit un peu ce qui t'anime, parce que souvent quand tu doutes et que tu as peur de quelque chose, c'est que c'est quelque chose qui te tient à cœur. En général, on n'a pas trop peur de ce qui ne nous touche pas émotionnellement. Quand on s'en fout, bon on le fait, ou à la limite si on le fait pas, ça nous intéresse. C'est parce que ça nous intéresse pas, mais le ressenti est différent. Quand il y a un truc qui te trigger, tu t'envies d'y aller, mais t'arrives pas, t'es genre comme ça, et tu paniques, c'est que ça te tient à cœur. Donc c'est déjà un indicateur de ah, faut peut-être que j'y aille. Et pas seulement ah bah j'ai peur donc c'est que c'est pas fait pour moi. Peut-être que justement cette peur elle indique que il y a un truc à bosser dessus et que ça t'attire donc faut le tester. Et puis surtout faut le tester parce que c'est comme ça qu'on grandit. Parce que c'est pas quand tout est clair qu'on grandit le plus, mais quand on accepte de naviguer à vue. Alors quand tu doutes, ne freine pas totalement, tu peux te contenter de ralentir pour pouvoir voir où ton prochain pas va aller, pas te sentir menacé et avancer quand même plutôt que de te paralyser. Le doute prouve que tu avances, le flou ouvre des espaces inattendus et l'incertitude te donne la chance de bâtir une confiance en toi qui deviendra inébranlable. Car elle ne dépendra pas d'un résultat, mais de ta capacité à continuer malgré tout, malgré les épreuves, malgré le flou, malgré l'incertitude, malgré les doutes. Donc avant qu'on se quitte, j'aimerais te poser une question. Quelle est la dernière fois où l'incertitude t'a ouvert une porte inattendue ? Sur ce, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin ou abonne-toi pour ne pas rater les prochains épisodes. Et moi je te dis à la semaine prochaine et bye!